Bonjour, j'aimerais savoir, quel temps fait-il dans votre région aujourd'hui? Dijon, Bourgogne. Automne 1907. Le brouillard descendait sur Dijon comme un linceul vivant, s'enroulant autour des toits d'ardoise et glissant entre les pavés humides de la rue des Forges. Dans cette ville réputée pour sa moutarde piquante et ses vins capiteux, une autre saveur flottait dans l'air ce soir-là, celle du secret et de la peur. M. Édouard Bertrand, notaire de son état, remontait le col de son pardessus en serrant contre lui l'invitation parfumée à la lavande. 42 ans, marié depuis 20 ans à une femme qu'il n'aimait plus, père de 3 enfants qu'il reconnaissait à peine. Son secret pesait lourd dans sa poitrine, comme une pierre tombale. Les lanternes à gaz projetaient des ombres dansantes sur les façades Renaissance, ces bâtisses majestueuses aux toits polychromes de tuiles vernissées, vertes, jaunes, noires, formant ces motifs géométriques qui faisaient la fierté bourguignonne. Mais ce soir même leur beauté séculaire semblait menaçante. La demeure de Mademoiselle Lavigne se dressait au bout d'une impasse, légèrement en retrait, comme si elle cherchait à se dissimuler. 3 étages de pierre blonde, des fenêtres à meneaux garnies de vitraux teintés qui ne laissaient rien voir de l'intérieur, et cette porte massive ornée de heurtoirs en forme de chouette aux yeux perçants. Bertrand leva la main pour frapper. La porte s'ouvrit avant. « Bonsoir, monsieur Bertrand. » Elle était là, dans l'entrebâillement, nimbée d'une lumière ambrée qui semblait venir de nulle part. Céleste Lavigne. Les commères du marché couvert parlèrent d'elle à voix basse, une jeune femme venue de Paris 3 ans auparavant, sans famille connue, vivant seule dans cette grande maison, avec pour unique compagnie une servante muette. Elle était belle, d'une beauté qui faisait mal aux yeux, comme regarder trop longtemps le soleil. Des cheveux d'un noir de jais coiffés en chignon bas, une peau d'albâtre traversée par le bleu fantomatique des veines et ses yeux, des yeux verts comme les eaux troubles du lac Kyr au crépuscule. « Vous êtes attendu », murmura-t-elle en s'effaçant. L'intérieur sentait l'encens, le cuir ancien et quelque chose d'autre, une odeur métallique, presque imperceptible, qui évoquait le sang séché. Le salon où elle le conduisit était un sanctuaire de velours rouge et de bois sombre. Des portraits de gens au visage sévère tapissaient les murs, leurs yeux peints semblant suivre chaque mouvement. Au centre, une table basse chargée de porcelaine fine, théière fumante, tasses délicates, petit four disposé avec un soin méticuleux. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Sa voix était douce, presque enfantine, mais ses mots portaient le poids d'un ordre. Bertrand s'installa dans un fauteuil qui l'enveloppa comme des bras. Elle versa le thé avec des gestes gracieux, rituels, puis s'assit face à lui, si près que leurs genoux se touchèrent presque. « Vous vous demandez pourquoi je vous ai invité. Ce n'était pas une question. Je l'avoue, mademoiselle. Appelez-moi Céleste. » Un sourire étira ses lèvres, révélant des dents d'une blancheur troublante. « Nous allons devenir intimes. » Bertrand déglutit péniblement. La chaleur du thé dans sa main contrastait avec le froid qui s'insinuait dans ses os. « Je collectionne les histoires, voyez-vous » continua-t-elle en croisant les mains sur ses genoux. « Les vraies histoires, celles que les gens cachent sous leur sourire poli, sous leurs vêtements respectables, sous leurs prières dominicales à Notre-Dame de Dijon. Je ne comprends pas, mais si, vous comprenez parfaitement. » Son regard se planta dans le sien comme 2 lames vertes. « Vous portez votre histoire sur votre visage, monsieur Bertrand, dans la façon dont vos mains tremblent, dans cette ride profonde entre vos sourcils. Dans ce regard qui fuit constamment vers la gauche quand quelqu'un vous pose une question directe. » Le notaire sentit sa bouche s'assécher. « Parlez-moi d'elle » souffla Céleste en se penchant. « Parlez-moi de la jeune Marguerite. » Le sang de Bertrand se glaça. Comment pouvait-elle savoir? Comment pouvait-elle connaître le nom de cette domestique, cette fille de 17 ans qu'il avait mise enceinte l'hiver dernier? Marguerite, qui avait disparu une nuit de janvier, emportée par les eaux glacées de l'Ouche après avoir glissé du pont, c'est ce qu'on racontait. Mais lui seul savait la vérité. Lui seul savait qu'il l'avait poussée. Je n'ai rien à dire. Chut! Elle posa un doigt sur ses lèvres, et ce simple contact brûla comme de la glace. Ne mentez pas, pas ici, pas à moi. Dans cette maison, les mensonges ont un goût amer qui me donne la nausée. Alors, inexplicablement, il parla. Les mots jaillirent de sa bouche comme du sang d'une artère tranchée, tout le poison qu'il gardait enfermé depuis des mois. La grossesse, les menaces, la panique, la nuit sur le pont, les mains poussant, le cri bref,
le silence. Céleste l'écouta sans ciller, son visage parfaitement immobile, mais quelque chose dans ses yeux s'alluma, une lueur affamée, vorace. Quand il eut terminé, épuisée, vidée, elle se leva gracieusement et se dirigea vers un secrétaire d'acajou. Elle en sortit un petit carnet relié de cuir noir et y inscrivit quelque chose avec une plume d'oie. « Merci, monsieur Bertrand. Votre histoire est exquise. Vous allez me dénoncer? Vous dénoncer ?» Elle rit, un son cristallin qui résonna étrangement dans la pièce. « Non, mon cher. Votre secret est en sécurité avec moi. Je les garde tous précieusement. » Elle lui tendit une nouvelle tasse de thé. Il la but d'un trait, assoiffé après cette confession qui l'avait vidé. « Maintenant, reposez-vous un instant. Fermez les yeux. » Il obéit, soudain si fatigué. Le fauteuil était si confortable. La chaleur du feu dans la cheminée si apaisante. Sa voix si douce. Quand il rouvrit les yeux, l'aube pointait à travers les vitraux, projetant des taches de couleur sur le parquet. Il était seul dans le salon. Céleste avait disparu. Il se leva, étourdi, avec l'impression qu'on lui avait arraché quelque chose de vital. Sur la table, un mot écrit de cette même écriture élégante. « Merci pour votre âme, monsieur Bertrand. J'en prendrai grand soin. » Il quitta la maison en titubant, émergea dans les rues de Dijon où les commerçants ouvraient à leurs boutiques. Tout semblait normal, trop normal. Mais quelque chose en lui avait changé, quelque chose d'essentiel manquait. Il porta la main à sa poitrine et réalisa avec horreur qu'il ne sentait plus les battements de son cœur, ou plutôt il les sentait, mais ils semblaient lointains, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Dans sa demeure silencieuse, Céleste Lavigne refermait son carnet noir. Sur la page, en lettres d'un rouge sombre, elle avait inscrit « Édouard Bertrand, notaire, meurtrier, âme acquise le 23 octobre 1907, saveur, remords amers, avec note de lâcheté. Délicieuse. » Sur l'étagère derrière elle, d'autres carnets identiques s'alignaient, 15 en tout. 15 âmes collectées depuis son arrivée à Dijon. Elle en ouvrit un nouveau vierge et sourit à son reflet dans le miroir vénitien qui ornait le mur. Son visage n'y apparaissait pas. « Bientôt, » murmura-t-elle à l'absence. « Encore quelques âmes, et je pourrai retrouver la mienne. » Dehors, les cloches de Notre-Dame sonnaient l'angélus du matin, et dans les rues embrumées de Dijon, personne ne remarqua que M. Bertrand marchait désormais avec l'ombre d'un autre homme. Dijon, Bourgogne, novembre 1907. La pluie tambourinait contre les pavés de la rue Verrerie, comme les doigts impatients d'un fantôme cherchant à entrer. Dans l'échoppe exiguë au numéro 17, Lucien Moreau mélangeait ses essences avec la précision d'un alchimiste. À 38 ans, Lucien était connu dans tout Dijon pour son nez exceptionnel, capable de distinguer la rose de Damas de la rose de Grasse, les yeux fermés, de reconnaître le jasmin cueilli à l'aube de celui récolté au crépuscule. Son échoppe, coincée entre une boucherie et un marchand de tissus, embaumait de fragrances contradictoires, vanille et vétiver, bergamote et benjoin, iris et ambre gris. Mais ce soir, une seule odeur obsédait Lucien, la lavande. Cette lavande qui imprégnait la lettre arrivée ce matin, glissée sous sa porte comme un secret. L'écriture était élégante, féminine, et l'invitation troublante. « Monsieur Moreau, votre réputation de nez exceptionnel m'est parvenue. J'aurais besoin de vos services pour créer un parfum particulier. Venez ce soir à 20h. Mademoiselle C. Lavigne, 7 impasse du Chouette. » Lucien connaissait ce nom. Tout Dijon le connaissait, murmuré dans les confessionnaux et chuchoté dans les arrière-salles des cafés. Mademoiselle Lavigne, la recluse mystérieuse. Certains disaient qu'elle était une comtesse déchue, d'autres une espionne prussienne, d'autres encore une créature qui n'aurait jamais dû exister. Il aurait dû refuser. Mais l'appel de son art était plus fort que la prudence. Et puis il avait lui aussi ses secrets, ses bouteilles cachées dans l'arrière-boutique, ses parfums qu'aucune femme honnête ne porterait, ses essences aphrodisiaques qu'il vendait sous le manteau aux bourgeois en manque de sensations. À 19h45, il ferma boutique, glissa quelques flacons dans sa sacoche de cuir et s'engagea dans les ruelles luisantes de pluie. Les réverbères à gaz créaient des halos dorés dans l'obscurité, et les enseignes en fer forgé grinçaient dans le vent comme des âmes en peine. L'impasse du Chouette était encore plus sinistre sous la pluie battante. L'eau ruisselait sur les pierres anciennes, transformant les gargouilles en fontaines grotesques. La demeure de Mademoiselle Lavigne se dressait au fond, imposante et silencieuse.
ses fenêtres éclairées d'une lueur vacillante qui évoquait des bougies innombrables. Lucien frappa 3 coups. La porte s'ouvrit instantanément. « Monsieur Moreau, comme c'est aimable à vous d'être si ponctuel. » Elle était encore plus belle que les rumeurs ne le laissaient entendre. Dans la lumière tremblante, ses traits semblaient être sculptés dans le marbre. Parfait, lisse, presque inhumain. Elle portait une robe de velours vert émeraude qui épousait ses formes avec une élégance obscène, et ses cheveux tombaient librement sur ses épaules comme une cascade d'encre de Chine. « Mademoiselle Lavigne, je présume? Céleste, je vous en prie. Entrez, vous êtes trempée. » L'intérieur sentait l'encens de santal et quelque chose d'autre, une odeur que Lucien ne parvenait pas à identifier malgré son nez légendaire. C'était à la fois floral et charnel, doux et putride, vivant et mort. Elle le guida à travers un couloir tapissé de miroirs, mais Lucien remarqua avec un frisson qu'aucun d'eux ne reflétait son hôtesse. Seulement lui, multiplié à l'infini, seul dans ce corridor de glace mentale. Le salon où elle l'emmena était différent de celui où Bertrand avait confessé son crime un mois plus tôt. Celui-ci était une sorte de laboratoire parfumé, des centaines de flacons alignés sur des étagères de verre, des alambics en cuivre qui distillaient des liquides colorés, des bouquets de fleurs séchées suspendus au plafond, comme des chauves-souris botaniques. « Impressionnant !» murmura Lucien malgré lui. « N'est-ce pas ?» Céleste caressa du doigt un flacon de cristal taillé. « J'ai passé des années à rassembler cette collection. Des essences du monde entier, jasmin d'Inde, musc de Chine, rose de Bulgarie, et d'autres ingrédients plus rares. » Elle se tourna vers lui, et ses yeux verts brillèrent d'une intensité prédatrice. « Mais aucune ne me satisfait. J'ai besoin de quelque chose d'unique, un parfum qui capture l'essence même de l'humanité. » Je ne suis pas certain de comprendre. Permettez-moi d'être plus clair. Elle s'approcha si près qu'il sentit son souffle froid sur sa joue. Je veux un parfum qui sente comme le secret, comme la culpabilité, comme l'âme d'un homme qui porte un fardeau invisible. Lucien recula d'un pas, mal à l'aise. C'est impossible. Un parfum est fait d'essence physique, florale, animale, synthétique. On ne peut pas capturer des concepts abstraits. Vraiment. Son sourire révéla des dents trop parfaites. Pourtant, vous le faites déjà, n'est-ce pas? Ces bouteilles que vous cachez dans votre arrière-boutique, ces parfums que vous vendez aux hommes mariés qui veulent sentir comme leur maîtresse, aux femmes vertueuses qui rêvent de sentir comme des courtisanes. Vous capturez le désir, monsieur Moreau, le désir interdit. Le parfumeur sentit le sang quitter son visage. Comment savez-vous? Je sais beaucoup de choses. Elle retourna vers ses étagères, traînant ses doigts sur les flacons. Par exemple, je sais que vous avez une fille. Amélie, n'est-ce pas? 15 ans. Elle étudie chez les sœurs de la Visitation. Le cœur de Lucien se serra comme un poing. Laissez ma fille en dehors de ça. Mais elle est déjà dedans, mon cher. Céleste se retourna, tenant un flacon de verre noir. Elle est dedans depuis que vous avez commencé à mélanger ses parfums, depuis que vous avez découvert que certaines de vos clientes disparaissaient après les avoir portées. Lucien chancela. Non, elle ne pouvait pas savoir. Personne ne savait. Ces 3 femmes, la comtesse de Fontaine, la jeune Marie Dubois, madame Archambault, toutes 3 portées disparues au cours de l'année passée, toutes 3 clientes de son commerce secret, toutes 3 parfumées avec ses créations les plus puissantes. Il avait remarqué le schéma. Bien sûr qu'il l'avait remarqué, mais il n'avait rien dit, parce que les affaires étaient bonnes, parce qu'il avait besoin d'argent pour les études d'Amélie, parce qu'il s'était convaincu que c'était une coïncidence. Je ne savais pas. Mensonge. Le mot claqua comme un fouet. Vous saviez. Vous aviez peur, mais vous saviez. Et vous avez continué. Parce que l'argent sentait meilleur que votre conscience. Elle s'approcha, tenant toujours le flacon noir. Mais je ne suis pas là pour vous juger, Lucien. Je suis là pour vous utiliser. Vous allez m'aider à créer mon parfum ultime. Et en échange, je garderai votre secret. Amélie pourra continuer ses études. Vous pourrez continuer votre commerce et nous serons complices. Et si je refuse? Le sourire de Céleste se figea. Alors demain matin, un inspecteur de police très consciencieux recevra une lettre détaillant vos activités, avec des preuves, des témoignages, des dates, tout ce qu'il faut pour vous envoyer au bagne de Cayenne pour le reste de votre misérable vie. Lucien ferma les yeux. Il était pris au piège,
comme un papillon épinglé dans une vitrine. « Que voulez-vous que je fasse? Voilà qui est raisonnable. » Elle lui tendit le flacon noir. « Sentez !» Il déboucha le flacon avec des mains tremblantes et approcha son nez. L'odeur qui s'en échappa le frappa comme une gifle physique. C'était indescriptible, impossible, et pourtant terriblement familier. Cela sentait comme la peur, comme le remords, comme les larmes séchées sur un oreiller, comme le sang qui a imprégné la terre. « Qu'est-ce que c'est » souffla-t-il, horrifié et fasciné à la fois. « L'essence d'une âme, ou plutôt d'une partie d'âme. » Céleste lui prit le flacon des mains. « Je les collecte, voyez-vous. Chaque personne qui entre dans cette maison et me confie son secret le plus sombre laisse une partie d'elle-même derrière. Une empreinte olfactive, si vous voulez, l'odeur de leur culpabilité cristallisée. » Elle désigna les centaines de flacons sur les étagères. « J'en ai tant. Mais je ne sais pas comment les mélanger, comment créer le parfum parfait. C'est là que vous intervenez. Votre talent, votre nez, votre science, au service de mon art. » Lucien voulut s'enfuir, courir, hurler, mais ses pieds refusèrent de bouger. Et une partie de lui, cette partie sombre qu'il avait toujours ignorée, était terriblement intriguée. « Montrez-moi, » dit-il d'une voix rauque. Les heures qui suivirent furent les plus étranges de la vie de Lucien. Céleste lui présenta flacon après flacon, et chacun contenait une histoire liquide. Le parfum amer du notaire qui avait tué sa maîtresse, la fragrance sucrée écœurante de la mère qui avait étouffé son bébé difforme, l'odeur métallique du médecin qui avait laissé mourir un patient pour hériter de sa fortune. Lucien les sentit tous, les analysa, les déconstruisit avec son expertise professionnelle. Et malgré l'horreur de ce qu'il faisait, il ne pouvait s'empêcher d'être émerveillé par la complexité de ces essences impossibles. À minuit, ils avaient créé quelque chose de nouveau. Dans un flacon de cristal, un liquide ambré tourbillonnait, le mélange de 15 âmes damnées, équilibrées et harmonisées par le génie de Lucien. Céleste le porta à son nez et inspira profondément. Son visage s'illumina d'une extase presque sexuelle. « Parfait, » murmura-t-elle. « C'est parfait. » L'odeur de l'humanité dans toute sa beauté corrompue. Elle posa le flacon avec révérence et se tourna vers Lucien. Ses yeux verts brillaient maintenant d'une lumière propre, phosphorescente, inhumaine. « Vous avez fait un travail magnifique, Lucien. Vraiment magnifique. » Le parfumeur recula, soudain conscient du danger. « Notre marché est conclu, alors? Je peux partir? » « Partir ?» Elle rit, ce rire cristallin qui la prendrait à redouter. « Oh, mon cher, nous ne faisons que commencer. Vous allez revenir, encore et encore, chaque fois que j'aurai besoin de vos services. Non, je refuse, gardez votre secret, faites ce que vous voulez, mais je ne reviendrai pas. » Il se précipita vers la porte, mais elle fut plus rapide, incroyablement rapide. En un instant, elle était devant lui, bloquant sa sortie. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle doucement, posant une main glacée sur sa joue. « Vous m'appartenez maintenant. Vous avez créé quelque chose avec moi. Vous avez touché ces essences. Elles coulent dans vos veines maintenant. Vous les sentez, n'est-ce pas ?» Et c'était vrai. Lucien réalisa avec horreur qu'il sentait encore les parfums maudits, mais ils venaient de l'intérieur de lui, remontant de sa gorge, imprégnant sa peau, suintant de ses pores. « Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je vous ai marqué, comme j'ai marqué tous ceux qui m'ont servi. » Elle recula, le laissant s'effondrer contre le mur. « Vous porterez cette odeur pour toujours. » Invisible aux autres, mais toujours présente. Un rappel constant de ce que vous êtes vraiment. Elle lui tendit un mouchoir blanc. « Partez maintenant, retournez à votre petite vie, à votre échoppe, à votre fille bien-aimée. Mais quand je vous appellerai, et je vous appellerai, vous reviendrez. Parce que vous ne pourrez pas résister. Parce que vous êtes désormais lié à moi par quelque chose de plus fort que n'importe quel parfum. » Lucien tituba hors de la maison, le mouchoir pressé contre son nez, essayant en vain de bloquer l'odeur qui émanait de lui-même. La pluie avait cessé, laissant les rues de Dijon luisantes et silencieuses sous la lune pâle. Quand il arriva chez lui, l'aube pointait. Il se regarda dans le miroir de son atelier et ne reconnut pas l'homme qui lui faisait face, les yeux cernés, le teint cireux, l'expression hantée. Mais le pire, c'était l'odeur. Cette odeur qui ne le quitterait plus jamais. L'odeur de toutes ces âmes qu'il avait manipulées, mélangées, transformées en art maudit. Dans sa demeure silencieuse, Céleste Lavigne versait le parfum nouvellement créé dans un atomiseur d'argent finement ciselé.
Elle le vaporisa légèrement sur son cou et sourit. Maintenant, elle sentait comme l'humanité elle-même, tous ses péchés, toutes ses douleurs, toutes ses hontes distillées en une fragrance perverse. Sur son carnet noir, elle inscrivit une nouvelle entrée. Lucien Moreau. Parfumeur. Complice passif. Âme partiellement acquise le 17 novembre 1907. Saveur. Vanité artistique avec note de lâcheté paternelle. Utile. À conserver. Elle referma le carnet et regarda par la fenêtre les premières lueurs du jour. Dijon s'éveillait, inconsciente du monstre qui se nourrissait en son sein. « Encore 9 âmes, pensa-t-elle. Encore 9. Et je serai complète. » Dans les rues désormais vides, un chat roux traversa l'impasse du Chouette en miaulant de terreur, fuyant quelque chose que seuls les animaux pouvaient apercevoir. Et dans l'échoppe de la rue Verrerie, Lucien Moreau pleurait silencieusement, ses larmes sentant la culpabilité et la résignation. Dijon, Bourgogne. Décembre 1907. Les vitraux de l'église Saint-Michel filtraient la lumière hivernale en fragments de couleurs, rouge sang, bleu nuit, jaune cadavérique. Le père Antoine Dubois, agenouillé dans la sacristie, serrait son chapelet avec tant de force que les grains d'ébène s'enfonçaient dans sa paume comme des clous. Il priait. Il priait sans cesse depuis 3 jours. Mais Dieu restait silencieux. À 52 ans, le père Dubois était respecté dans tout le diocèse de Dijon. 30 années de sacerdoce irréprochable, des centaines de confessions entendues, d'âmes guidées, de mourants accompagnés. Les paroissiens venèrent de toute la Côte d'Or pour recevoir sa bénédiction. L'évêque lui-même le consultait pour les cas de conscience les plus délicats, mais personne ne connaissait son secret. Personne ne savait ce qu'il avait fait lors de cet été étouffant de 1889, quand il n'était encore qu'un jeune prêtre de 24 ans dans un village perdu du Morvan. Un coup sec retentit à la porte de la sacristie. « Père Dubois ?» La voix était féminine, douce, et pourtant elle fit courir un frisson glacé le long de sa colonne vertébrale. Il se releva lentement, rajusta sa soutane noire et ouvrit. Elle se tenait dans l'ombre de l'église, nimbée par la lumière des cierges votifs, une silhouette mince drapée dans un manteau de velours noir, un voile de dentelle obscurcissant partiellement son visage. Mais il vit ses yeux verts qui semblaient voir à travers lui, dans lui, au-delà de lui. « Mademoiselle Lavigne » murmura-t-il, et le nom sortit comme une prière inversée. « Père Dubois. » Elle inclina légèrement la tête. « Pardonnez mon intrusion. J'ai besoin de me confesser. La confession se fait dans le confessionnal, ma fille, pas dans la sacristie. Ah, mais ce que j'ai à confesser ne peut être dit dans un espace aussi confiné. » Son sourire était visible même sous le voile. « J'ai besoin d'espace, d'intimité. J'ai tant de péchés à avouer, voyez-vous. » Le prêtre sentit son cœur se serrer. Il avait entendu les rumeurs sur cette femme, les disparitions mystérieuses, les visiteurs nocturnes, les murmures de sorcellerie. Le bedeau lui-même avait juré l'avoir vue un soir de pleine lune, immobile au milieu du cimetière Saint-Bénigne parlant aux tombes. « Je ne peux pas vous recevoir seule, mademoiselle. Cela ne serait pas convenable ?» Elle rit doucement. « Père Dubois, vous et moi savons tous deux que la convenance est le plus mince des voiles sur nos véritables natures. Mais très bien. Recevez-moi dans le confessionnal si vous y tenez. » Elle glissa à travers la nef comme une ombre, ses pas ne produisant aucun son sur les dalles de pierre. Le père Dubois la suivit, son chapelet toujours serré dans son poing, murmurant une Ave Maria sous son souffle. Le confessionnal sentait l'encens rance et le bois moisi. Il s'installa du côté du prêtre, entendit le bruissement de ses vêtements de l'autre côté de la grille. Dans l'obscurité, il distinguait à peine son profil, pâle, parfait, immobile, comme celui d'un ange de marbre. « Bénissez-moi, mon père, car j'ai péché, » commença-t-elle d'une voix mélodieuse. « Ma dernière confession remonte à, oh, très longtemps, plus longtemps que vous ne pourriez l'imaginer. Dieu accueille tous ceux qui reviennent à lui avec un cœur sincère. Un cœur sincère. » Elle répéta les mots comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. « Dites-moi, père, possédez-vous un cœur sincère? C'est vous qui vous confessez, ma fille, pas moi. » « Bien sûr. Pardonnez-moi. Laissez-moi commencer. » Un silence, puis « J'ai commis le péché d'orgueil. Je me suis cru au-dessus des lois divines et humaines. J'ai pris ce qui ne m'appartenait pas. Avez-vous volé, mon enfant? Oui. Mais pas de l'argent, père.
quelque chose de bien plus précieux. Sa voix devint un murmure. « J'ai volé des âmes. » Le prêtre se raidit. « Ma fille, vous délirez. Une âme ne peut être volée. Elle appartient à Dieu seul. Oh, mais si! Elles peuvent être arrachées, cueillies, récoltées comme du blé mûr. Il suffit de connaître le moment précis où elles sont le plus vulnérables, quand le secret remonte à la surface, quand la culpabilité déborde, quand le masque tombe. À ce moment-là, l'âme est nue, et une âme nue peut être saisie. Ce sont des hérésies. Ce sont des vérités, Père, des vérités que votre Église préfère ignorer. » Il l'entendit se pencher plus près de la grille. « Mais vous savez de quoi je parle. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas, dans le confessionnal, quand quelqu'un vous confie son péché le plus noir. Ce moment où vous sentez quelque chose passer entre vous, un transfert, un poids qui s'allège d'un côté et s'alourdit de l'autre. Le poids du péché que je porte en tant que confesseur, non. » Le mot claqua comme un coup de fouet. Pas seulement le poids, l'essence même. Vous absorbez leurs péchés, Père Dubois. Vous les digérez. Vous en nourrissez votre propre noirceur secrète. Taisez-vous. Parlez-moi de Sophie. Le sang du prêtre se glaça. Qui? Sophie Marchand, 17 ans, été 1889, village de Saint-Léger-sous-Beuvray. Chaque mot tombait comme une pierre dans un puits sans fond. Une jeune paroissienne qui venait vous voir trop souvent. Qui vous regardait avec des yeux trop brillants, qui vous attendait après la messe. Et vous? Vous qui pensiez être si fort, si vertueux, vous avez résisté pendant des mois, jusqu'à ce soir d'août, dans le presbytère désert. L'orage grondait. Elle est venue pour se confesser. Elle portait une robe blanche qui collait à sa peau à cause de la pluie. Arrêtez! Vous lui avez offert du vin pour se réchauffer. Elle a bu, vous avez bu. Les mots se sont faits plus doux, les regards plus longs. Et puis vos mains ont touché les siennes. Et puis vos lèvres, assez! Le cri du père Dubois résonna dans l'église vide comme un blasphème. Il se leva brusquement, mais quelque chose, une force invisible, le plaqua contre son siège. La voix de Céleste continua, implacable. Elle est tombée enceinte. Vous l'avez su 3 mois plus tard. Elle est venue vous trouver, terrorisée, en larmes. Elle vous faisait confiance. Elle pensait que vous l'aimeriez, que vous quitteriez les ordres pour elle. J'étais jeune, j'avais fait une erreur. Oh, l'erreur n'était pas de coucher avec elle, père. L'erreur a été ce que vous avez fait ensuite. Une pause terrible. Vous lui avez préparé une tisane, du persil, de la rue, de l'armoise, des herbes abortives que votre mère, sage-femme, vous avait enseignées. Vous lui avez dit que cela arrangerait tout. Elle a voulu... Elle était d'accord. Mensonge. Elle pleurait, elle suppliait, mais vous l'avez convaincue, avec vos mots de prêtre, vos arguments théologiques tordus, et elle a bu, parce qu'elle vous faisait confiance. Le père Dubois sanglotait maintenant, son front pressé contre la grille du confessionnal. « Elle est morte cette nuit-là », continua Céleste sans émotion. « Hémorragie massive. Vous l'avez trouvée le lendemain matin, baignant dans son sang. Et qu'avez-vous fait? Avez-vous appelé à l'aide? Avez-vous confessé votre crime? Je ne pouvais pas. Ma carrière, l'église, vous l'avez enterrée, dans la forêt, sous un vieux chêne, et vous avez raconté à sa famille qu'elle était partie pour Paris, qu'elle avait laissé une lettre que vous aviez vous-même forgée. Comment savez-vous tout cela? Parce que Sophie me l'a dit. Le sang du prêtre se figea. Quoi? Son âme. Elle erre toujours dans cette forêt, vous savez, attendant justice, attendant que quelqu'un raconte sa véritable histoire. Et quand j'ai visité ce village l'année dernière, elle m'a parlé. Les morts me parlent, père, surtout ceux qui sont morts injustement. La grille du confessionnal s'ouvrit brusquement. Céleste était là, son visage à quelques centimètres du sien, son voile rejeté en arrière. Ses yeux verts brillaient d'une lumière surnaturelle. Maintenant, père Dubois, c'est à votre tour de vous confesser, vraiment vous confesser, pas à Dieu, il sait déjà, pas à l'Église, elle vous protégerait. À moi, dites-le à voix haute, libérez ce poison que vous portez depuis 18 ans. Et il parla. Les mots jaillirent comme du vomi, douloureux et libérateur. Il raconta tout, la séduction, la peur, le meurtre non intentionnel, mais réel,
l'enterrement clandestin, les 18 années de mensonges. Chaque détail, chaque moment, chaque remords étouffé. Céleste l'écouta sans l'interrompre, ses yeux fixés sur lui avec une intensité hypnotique. Et tandis qu'il parlait, il sentit quelque chose s'arracher de sa poitrine, quelque chose d'essentiel, de vital, qui s'écoulait de lui comme du sang d'une blessure invisible. Quand il eut terminé, épuisé, vidé, elle sourit. « Merci, père. Votre confession est acceptée. » Elle tira de son manteau un petit flacon de verre. À l'intérieur, un liquide ambré tourbillonnait, piégé. L'âme du père Dubois, distillée et capturée. « Qu'allez-vous faire de moi ?» murmura-t-il. « Rien du tout. Vous allez continuer votre vie comme avant. Dire la messe, entendre les confessions, jouer votre rôle de saint homme. » Elle se leva gracieusement. « Mais vous serez vide maintenant, une coquille, un acteur récitant des répliques, parce que votre âme m'appartient. Non. Rendez-la-moi. Impossible. Le marché est scellé. Votre confession a été votre contrat. » Elle glissa le flacon dans les plis de son manteau. « Mais ne vous inquiétez pas. Je prendrai soin d'elle. Je la garderai précieusement avec toutes les autres. » Elle se dirigea vers la sortie, puis se retourna une dernière fois. « Oh, et père, Sophie me demande de vous dire quelque chose. Elle vous pardonne. Ce n'est pas elle qui vous hante depuis toutes ces années, c'est vous-même. Elle a trouvé la paix il y a longtemps. C'est vous qui refusez de lâcher prise. » Et elle disparut dans l'ombre de la nef, laissant derrière elle une odeur de lavande et de terre retournée. Le père Dubois resta agenouillé dans le confessionnal pendant des heures. Les fidèles arrivèrent pour la messe vespérale, le trouvèrent prostré, crurent qu'il était en prière profonde et n'osèrent pas le déranger. Mais il ne priait pas. Il ne pouvait plus prier. Les mots étaient un là dans sa tête, mais ils ne signifiaient plus rien, comme des coquilles vides, comme lui-même. Quand il finit par se lever et célébrer la messe, ses gestes étaient mécaniques, sa voix monotone. Les paroissiens remarquèrent le changement. Le père Dubois semblait distant, absent, comme si une partie essentielle de lui avait disparu. Ils avaient raison. Dans sa demeure, Céleste Lavigne plaça le nouveau flacon sur l'étagère avec les autres. 18, maintenant. 18 âmes capturées. 18 essences d'humanité corrompues. Elle ouvrit son carnet noir et écrivit « Antoine Dubois, prêtre, meurtrier, âme acquise le 8 décembre 1907. Saveur, culpabilité religieuse avec note de lâcheté morale, profonde et complexe, l'une de mes meilleures. » Elle s'installa dans son fauteuil près du feu, tenant le flacon à la lumière des flammes. À l'intérieur, le liquide ambré tournoyait lentement, et si on regardait attentivement, on pouvait y voir des formes, des silhouettes fantomatiques, des visages en pleurs, des mains tendues vers une liberté qu'elle n'atteindrait jamais. « Encore 6, murmura-t-elle, « encore 6 âmes, et le rituel sera complet. » Dehors, les cloches de Saint-Michel sonnèrent les vêpres, et dans les rues de Dijon, personne ne remarqua que leur son était légèrement différent ce soir-là, plus creux, plus distant, comme s'il venait d'un monde où Dieu avait détourné le regard. Dans le confessionnal désert, une odeur persistait, lavande et remords, terre fraîchement retournée et innocence perdue. Et quelque part dans une forêt du Morvan, sous un vieux chêne, l'âme de Sophie Marchand souriait pour la première fois en 18 ans. La justice n'était pas venue, mais quelque chose d'autre était venu. Quelque chose d'ancien et d'affamé. Et cela suffisait. Dijon, Bourgogne, janvier 1908. La neige tombait sur Dijon comme un linceul silencieux, étouffant les bruits de la ville sous son manteau blanc. Dans les couloirs de l'hôpital général, le docteur Henri Beaumont achevait sa tournée nocturne, ses pas résonnant sur le carrelage glacé. À 45 ans, Beaumont était considéré comme l'un des chirurgiens les plus brillants de Bourgogne. Ses mains, fines, précises, infaillibles, avaient en sauvé des centaines de vies. Les étudiants en médecine se battaient pour assister à ces opérations. Les familles fortunées payaient des fortunes pour qu'il opère leurs proches. Mais ce soir, ses mêmes mains tremblaient en tenant la seringue. Il était seul dans la salle des soins intensifs, une pièce longue et étroite où gisaient 6 patients dans un état critique. L'odeur d'éther et de désinfectant au phénol imprégnait l'air. Une seule lampe à gaz créait des ombres dansantes sur les murs carrelés de blanc. Le patient du lit numéro 3, un ouvrier des usines Schneider, victime d'un accident de travail, respirait péniblement. Fracture du crâne, hémorragie interne. Beaumont lui avait donné 3 jours, peut-être 4.
Mais la morphine qu'il tenait dans sa main pouvait raccourcir ce délai à quelques minutes. Docteur Beaumont. La voix le fit sursauter si violemment qu'il faillit lâcher la seringue. Il se retourna brusquement. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, silhouette noire sur fond de couloir faiblement éclairé. Son manteau de fourrure était saupoudré de neige, ses cheveux d'ébano parsemés de flocons qui ne fondaient pas. « Mademoiselle Lavigne, comment êtes-vous entrée » siffla-t-il. « L'hôpital est fermé aux visiteurs après 20 heures. Les portes ne sont jamais vraiment fermées pour ceux qui savent comment regarder. » Elle s'avança dans la salle, ses bottines de cuir ne produisant aucun son. « Belle nuit pour la miséricorde, n'est-ce pas ?» Beaumont glissa rapidement la seringue dans la poche de sa blouse blanche. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Non ?» Céleste s'approcha du lit numéro 3, observant l'ouvrier inconscient avec une curiosité détachée. Cet homme souffre terriblement. Sa femme et ses 4 enfants attendent dehors depuis 2 jours. Priant pour un miracle qui ne viendra pas, son agonie pourrait durer encore des jours de douleurs atroces, de râles, de convulsions. Elle se tourna vers lui, ses yeux verts brillants dans la pénombre, à moins que quelqu'un n'abrège ses souffrances. Quelqu'un avec les connaissances nécessaires et la morphine appropriée. Le cœur de Beaumont battait si fort qu'il craignait qu'elle ne l'entende. C'est de l'euthanasie, c'est illégal, immoral. Illégal, certainement. Immoral? Elle inclina la tête. Voilà qui est plus discutable. Après tout, vous ne le faites pas par cruauté, vous le faites par compassion, pour mettre fin à des souffrances inutiles, pour libérer des familles du fardeau de voir leurs proches se décomposer vivants. Comment savez-vous? Combien en avez-vous aidé depuis que vous êtes devenu chef de service il y a 3 ans, docteur? 10, 15. Elle fit lentement le tour du lit. Laissez-moi deviner. Vous commencez par les cas désespérés, ceux qui n'ont aucune chance. Vous vous dites que c'est un acte de pitié, que Dieu comprendrait. Beaumont recula contre le mur carrelé, glacé. Puis, continua-t-elle inexorablement, les critères deviennent plus flexibles. Les patients qui pourraient survivre, mais avec des séquelles graves, des paralysies, des amputations, une vie de dépendance. Vous vous dites qu'ils seraient mieux morts et vous les aidez à partir. Vous ne savez rien de mon travail, de mes responsabilités. Des décisions impossibles que je dois prendre chaque jour. Oh, mais je sais tout, Henri. Elle utilisa son prénom avec une familiarité obscène. Je sais par exemple que vous ne le faites pas seulement par compassion. Vous le faites aussi pour l'argent. Le sang quitta le visage du médecin. C'est faux. Vraiment? Céleste sortit de son manteau une enveloppe cachetée. Reconnaissez-vous ceci? Beaumont reconnut immédiatement le papier vélin, le cachet de cire rouge frappé d'armoiries nobles. Où avez-vous trouvé ça? La comtesse de Montbard. Son mari était votre patient en novembre dernier. Cancer de l'estomac en phase terminale. Elle est venue vous voir, vous a supplié d'abréger ses souffrances. Et vous avez accepté, pour 5 000 francs. Il allait mourir de toute façon, oui, mais il aurait pu vivre encore 6 mois. 6 mois pendant lesquels la comtesse ne pouvait pas hériter. 6 mois pendant lesquels son amant, le jeune lieutenant Morel, vous vous souvenez, attendait impatiemment. Céleste ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs billets de banque. Voici la moitié du paiement. L'autre moitié a été versée après le décès. Beaumont se laissa glisser le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol froid. Ses mains tremblaient incontrôlablement. « Comment êtes-vous au courant? J'ai mes sources. » Elle s'accroupit devant lui, son visage à quelques centimètres du sien. « Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas, Henri? Il y a eu d'autres cas. Le banquier Rousseau, dont la fille voulait hériter avant que son père ne change son testament. Le vieux professeur Garnier, dont le collègue convoitait la chaire universitaire. La jeune Mathilde Perrin, dont le fiancé avait besoin de son héritage pour payer ses dettes de jeu. Elle énumérait les noms comme une litanie funèbre, et chacun frappait Beaumont comme un coup de poignard. 12 patients en 3 ans, tous morts, naturellement. Tous avec votre aide, tous moyennant rétribution. Elle se releva gracieusement. Vous n'êtes pas un ange de la mort, docteur. Vous êtes un assassin qui se cache derrière une blouse blanche et un diplôme de médecine. Que voulez-vous? De l'argent? Je peux vous payer. Je ne veux pas votre argent. Son sourire était cruel. Je veux votre histoire, votre vraie histoire, celle que vous vous racontez la nuit quand vous ne pouvez pas dormir, celle que vous buvez pour oublier. Elle désigna la flasque d'argent qui dépassait de la poche de sa veste, sous la blouse. Le cognac vous aide, n'est-ce pas, à faire taire cette petite voix qui vous rappelle que vous avez trahi votre serment d'Hippocrate.
Primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Combien de fois avez-vous récité cette devise en versant la morphine mortelle dans une veine? Beaumont éclata en sanglots, des sanglots rauques, désespérés, qui résonnèrent dans la salle silencieuse. Les patients inconscients dans leur lit ne bronchèrent pas. « Racontez-moi » murmura Céleste. « Racontez-moi le premier, celui qui a ouvert la porte, celui après lequel tous les autres sont devenus faciles. » Et il parla. Entre deux sanglots, d'une voix brisée, il raconta. Le premier avait été sa propre mère, cancéreuse, agonisante, suppliant qu'on la libère. Il avait 28 ans, jeune médecin plein d'idéaux. Il avait augmenté les doses de morphine progressivement, se disant que c'était pour soulager la douleur. Mais la dernière injection, celle qui avait arrêté son cœur, il savait exactement ce qu'il faisait. Elle était morte paisiblement, un sourire de gratitude sur les lèvres. Et il s'était senti puissant, comme un dieu décidant qui vivait et qui mourait. Après cela, c'était devenu plus facile. Un patient par-ci, un patient par-là. Toujours des cas désespérés, toujours avec de bonnes raisons, jusqu'à ce qu'une famille fortunée lui offre de l'argent, puis une autre, et encore une autre. Il s'était acheté cette belle maison rue Verrerie, cette voiture Panhard-Levasseur, ses costumes de Savile Row, ses dîners dans les meilleurs restaurants, tout payé avec le sang de ses patients. Et le pire, sanglota-t-il, le pire, c'est que je ne regrette pas. Je devrais, mais je ne regrette pas. Ils allaient mourir de toute façon. J'ai juste accéléré le processus, et j'ai été payé pour ça. Où est le mal? Où est le mal? Céleste se pencha, sa voix soudain glaciale. Le mal est que vous avez joué à Dieu, que vous avez pris des vies qui ne vous appartenaient pas, que vous avez transformé votre don de guérison en instrument de mort, que vous avez trahi la confiance de chaque personne qui s'est allongée sur votre table d'opération. Elle posa une main sur sa tête, comme une bénédiction inversée. « Mais je ne suis pas là pour vous juger, Henri. Je suis là pour collecter. » Il sentit alors quelque chose s'arracher de lui, une déchirure profonde, viscérale, comme si on lui retirait un organe vital sans anesthésie. Il ouvrit la bouche pour hurler, mais aucun son ne sortit. Céleste tenait maintenant un flacon dans sa main. À l'intérieur, un liquide rouge sombre tourbillonnait, plus épais que les autres, l'âme d'un médecin taché de sang innocent. « Qu'avez-vous fait » haleta Beaumont. « J'ai pris ce que vous aviez déjà perdu. » Elle glissa le flacon dans son manteau. « Vous continuerez à exercer. Vos mains seront toujours habiles. Votre diagnostic toujours précis. Mais vous serez vide. Un automate accomplissant des gestes médicaux sans plus jamais ressentir la moindre compassion, la moindre culpabilité, la moindre humanité. » Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Oh, et Henri, le patient du lit 3, Monsieur Fontaine, il va survivre. Contre toute attente, il va se réveiller demain matin. Son cerveau aura miraculeusement guéri. Il rentrera chez lui auprès de sa femme et de ses enfants. » Son sourire était terrifiant. « Considérez cela comme ma façon de vous rappeler que vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez jamais été Dieu. Vous n'êtes qu'un homme avec un scalpel et trop de morgue. » Elle disparut dans le couloir, laissant derrière elle cette odeur de lavande mêlée à quelque chose de métallique, comme du sang frais sur de l'acier chirurgical. Beaumont resta assis sur le sol glacé pendant des heures. Autour de lui, les patients continuaient leur respiration laborieuse. Les machines médicales ronronnaient doucement. La neige continuait de tomber dehors, recouvrant Dijon d'un blanc immaculé qui cachait toutes les souillures. Quand l'infirmière de nuit le trouva à l'aube, elle crut qu'il s'était endormi pendant sa garde. Elle ne remarqua pas que ses yeux étaient ouverts, fixes, vides comme ceux d'une poupée de porcelaine. Elle ne remarqua pas non plus que le docteur Beaumont ne cligna pas des yeux une seule fois, même quand elle agita sa lanterne devant son visage. Le lendemain, M. Fontaine s'éveilla effectivement. Les médecins parlèrent de miracles. L'Église parla d'intervention divine. La famille pleura de joie. Beaumont signa le rapport de sortie avec sa précision habituelle. Mais quand la femme de Fontaine le remercia en larmes, il ne ressentit rien. Pas de satisfaction, pas de joie. Pas même de surprise. Il ne ressentait plus rien du tout. Dans sa demeure, Céleste Lavigne plaça le 19e flacon sur l'étagère. Le liquide rouge sombre contrastait avec les autres, plus épais, plus lourd, portant le poids de 12 vies éteintes. Elle ouvrit son carnet noir. Henri Beaumont, médecin assassin, âme acquise le 15 janvier 1908, saveur, orgueil médical avec note de cupidité sanguinaire, dense et troublante,
une acquisition précieuse. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant la neige tomber sur la ville endormie. Encore 5 âmes. 5 seulement avant que le cercle ne soit complet. Elle pouvait déjà sentir le pouvoir s'accumuler. Les 24 essences collectées résonnant entre elles comme les notes d'une symphonie macabre. Quand elle aurait la 24e âme, le rituel pourrait commencer. Le rituel qui lui rendrait ce qu'elle avait perdu il y a si longtemps, sa propre âme. Car Céleste Lavigne n'avait jamais été vivante. Pas vraiment. Elle était une chose créée, un golem de chair et de désir modelé par un sorcier mort depuis longtemps. Elle avait l'apparence de la vie, mais pas sa substance. Elle pouvait parler, marcher, séduire, mais elle ne pouvait pas ressentir. Pas de joie, pas de tristesse, pas d'amour, pas de haine, juste un vide glacé où aurait dû battre un cœur. Mais avec 24 âmes, le nombre sacré de l'ancien grimoire qu'elle possédait, elle pourrait accomplir le rituel. Elle pourrait fusionner toutes ses essences en une seule. Une âme composite, faite de tous les péchés et toutes les douleurs de l'humanité, et elle deviendrait enfin réelle. Elle caressa le flacon du docteur Beaumont, sentant l'essence tourbillonner à son contact. « Bientôt, murmura-t-elle à la nuit. Bientôt je serai complète. » Dans l'hôpital général, le docteur Beaumont accomplissait sa tournée matinale avec la précision d'une horloge. Examiner, diagnostiquer, prescrire, opérer. Mais ses patients remarquaient le changement. Ses mains étaient toujours habiles, mais froides. Son diagnostic toujours précis, mais sans empathie. Il les soignait comme on répare une machine, efficacement, froidement, sans jamais regarder leurs yeux. L'homme était devenu le scalpel qu'il tenait. Et dans les couloirs carrelés de blanc, une odeur persistait. Lavande et désinfectant, remords et acier chirurgical. La mort marchait dans l'hôpital. Mais elle ne portait plus de blouse blanche. Elle portait maintenant un manteau de velours noir et des yeux verts affamés. Le printemps tardait à venir cette année-là. Mars avait apporté des pluies glacées qui transformaient les rues de Dijon en rivières boueuses. Les lampadaires à gaz projetaient des reflets tremblants sur les flaques, comme des âmes piégées sous la surface de l'eau. Dans sa demeure de l'impasse du Chouette, Céleste Lavigne contemplait son œuvre. 23 flacons alignés sur l'étagère de verre, 23 âmes capturées, distillées, préservées. 23 essences d'humanité corrompues, chacune étiquetée avec soin dans son carnet noir. Il n'en manquait qu'une, la 24e, la dernière. Celle qui compléterait le cercle et permettrait enfin le rituel. Mais cette dernière âme devait être spéciale, pas seulement un pécheur ordinaire, pas seulement un meurtrier ou un menteur. Non, pour que le rituel fonctionne, la 24e âme devait appartenir à quelqu'un d'innocent, quelqu'un de pur. Quelqu'un qui n'avait rien fait de mal. C'était la règle cruelle du grimoire qu'elle avait découvert dans les ruines d'un château cathare des décennies auparavant. 23 âmes damnées et une âme innocente pour les équilibrer. Le bien et le mal, la lumière et l'ombre, l'équilibre parfait nécessaire à la création d'une âme complète. Céleste savait exactement qui elle voulait. Amélie Moreau, 16 ans, marchait sous la pluie en serrant son missel contre sa poitrine. Elle revenait de sa leçon de catéchisme chez les sœurs de la Visitation, son esprit encore empli des paroles du Père Dubois sur la rédemption et le pardon. Elle ne remarqua pas la silhouette élégante qu'il observait depuis l'ombre d'un porche. Amélie était tout ce que Céleste n'avait jamais été, jeune, vivante, innocente. Elle croyait encore en la bonté des gens. Elle priait chaque soir avec une foi sincère. Elle aidait sa grand-mère malade. Elle rêvait de devenir institutrice pour enseigner aux enfants pauvres. Son âme brillerait comme une flamme pure au milieu de toutes ces noirceurs collectées. « Mademoiselle Moreau !» Amélie sursauta et se retourna. Une dame magnifique se tenait sous un parapluie de dentelle noire, son visage éclairé par un sourire bienveillant. « Oui, madame ? Pardonnez-moi de vous aborder ainsi. Je suis une amie de votre père, mademoiselle Lavigne. » Elle tendit une main gantée. « Lucien m'a beaucoup parlé de vous. Il est si fier de sa fille. » Le visage d'Amélie s'éclaira à la mention de son père. « Vous connaissez papa ?»« Intimement. » Le sourire de Céleste se fit plus profond. « Il crée pour moi des parfums merveilleux, mais il semble inquiet ces derniers temps, préoccupé. J'espérais que vous pourriez peut-être m'aider à comprendre ce qui le tourmente. » Amélie fronça les sourcils. C'était vrai que son père avait changé depuis quelques mois. Il était distant, nerveux, et cette odeur étrange qui émanait de lui parfois... « Je ne sais pas, madame. Il ne me parle plus beaucoup.
Venez, marchons ensemble. Je vous raccompagne. Céleste offrit son bras avec une grâce aristocratique, et vous me raconterez ce que vous savez. Peut-être pourrais-je l'aider. Amélie hésita, mais la dame semblait si gentille, si sincère. Et puis, si elle connaissait son père, elles marchèrent côte à côte à travers les rues mouillées. Céleste posait des questions, douces, innocentes, qui semblaient venir d'une réelle préoccupation. Et Amélie répondait, reconnaissante d'avoir quelqu'un à qui parler. Elle raconta les cauchemars de son père, ses absences inexpliquées. Cette fois où elle l'avait trouvé en larmes dans son atelier, entouré de flacons brisés, sa conviction croissante que quelque chose de terrible le rongeait de l'intérieur. « Pauvre enfant », murmura Céleste, « vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? C'est mon père, c'est tout ce qu'il me reste depuis que maman est morte. Bien sûr, l'amour filial, si pur, si inconditionnel. » Céleste s'arrêta devant l'entrée d'une impasse. « Amélie, puis-je vous montrer quelque chose? Quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre ce qui arrive à votre père? Qu'est-ce que c'est? Venez. C'est juste là. » L'impasse du Chouette s'étendait devant elle comme une gueule sombre. Quelque chose dans l'instinct primitif d'Amélie lui hurla de s'enfuir. Mais la main de Céleste sur son bras était ferme, presque douloureuse. « N'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal. Je dois rentrer. Mon père va s'inquiéter. » « Votre père sait exactement où vous êtes. » La voix de Céleste avait perdu toute chaleur. « Il m'a donné sa permission. »« Quoi? Non, papa ne ferait jamais... » Mais au fond de l'impasse, une silhouette familière se tenait sous la pluie. Lucien Moreau, trempé, tremblant, le visage ravagé par le désespoir. « Papa !» Amélie tenta de courir vers lui, mais Céleste la retint facilement, avec une force surnaturelle. « Lucien !» appela-t-elle. « Dites-lui. Dites-lui ce que vous avez accepté. » Le parfumeur tomba à genoux dans la boue. « Amélie, ma petite fille, pardonne-moi. »« Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle te fait? » ?»« Elle ne me fait rien. » Sa voix était brisée. « C'est moi qui ai... » Elle voulait ta dernière âme. J'ai essayé de refuser, je le jure. Mais elle a dit que sinon elle te tuerait de toute façon, et que je regarderais. Alors j'ai accepté qu'elle te prenne vivante, qu'elle prenne ton âme mais te laisse respirer. Amélie sentit son sang se glacer. Non, ce n'est pas possible. C'est très possible. Céleste la força à se retourner pour lui faire face. Ses yeux verts brillaient maintenant d'une lumière propre, phosphorescente, inhumaine. Votre père a fait un choix, ma chère. Votre vie contre votre âme. Un marché équitable, ne trouvez-vous pas? Laissez-la partir. Lucien rampa vers elle. Prenez-moi, prenez mon âme une deuxième fois, mais laissez-la partir. Impossible. Votre âme est déjà dans mon flacon, Lucien. On ne peut pas prendre deux fois la même chose. Elle caressa les cheveux d'Amélie avec une tendresse grotesque. Et puis, j'ai besoin de son innocence spécifiquement. Vous comprenez, n'est-ce pas? 23 pécheurs et une sainte, l'équilibre parfait. Amélie se débattit, mais les mains de Céleste étaient comme de l'acier. La créature la traîna vers la demeure au bout de l'impasse, Lucien les suivant en sanglotant, trop faible, trop brisé pour intervenir. L'intérieur de la maison était transformé. Les meubles avaient été repoussés contre les murs. Au centre du salon, un cercle complexe avait été tracé sur le parquet. Des symboles anciens dans une langue qu'Amélie ne connaissait pas, écrits avec quelque chose qui ressemblait terriblement à du sang. Les 23 flacons étaient disposés autour du cercle, formant une constellation de damnation. Leur contenu tourbillonnait nerveusement, comme s'ils sentaient que le moment approchait. Céleste attacha Amélie à une chaise au centre du cercle. La jeune fille pleurait maintenant, sa foi vacillant face à l'horreur tangible de la situation. « Pourquoi ?» sanglota-t-elle. « Je ne vous ai rien fait. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je sais, ma chère. C'est précisément pourquoi j'ai besoin de vous. » Céleste commença à disposer des bougies noires autour du cercle. « Vous voyez, je ne suis pas vraiment vivante. Je suis une création, un simulacre d'humanité façonné par un homme qui croyait pouvoir jouer à Dieu. J'ai l'apparence de la vie, mais pas son essence. » Elle alluma les bougies une par une, leurs flammes projetant des ombres dansantes qui semblaient avoir leur propre volonté. Pendant des décennies, j'ai marché parmi les humains sans jamais comprendre ce que signifiait être humain. Je peux imiter les émotions, mais je ne peux pas les ressentir. Je peux sourire,
mais je ne connais pas la joie. Je peux pleurer, mais je ne connais pas la tristesse. Je suis vide, creuse, un masque porté par le néant. Elle se tourna vers Amélie, et pour la première fois, son visage parfait montrait quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Exister sans vivre, respirer sans sentir, voir le monde à travers une vitre que vous ne pouvez jamais briser. Alors mourrez, murmura Amélie, malgré sa terreur. Si vous souffrez tant, pourquoi continuer? Parce que je ne peux pas mourir, ma chère. Je n'ai jamais vécu, donc je ne peux pas mourir. Je suis coincée dans cet entre-deux éternel. Elle ouvrit le grimoire ancien posé sur un pupitre. Mais ce rituel peut changer cela. Avec 24 âmes, 23 damnées et une pure, je peux créer une âme complète, une vraie âme. Et enfin, je pourrai ressentir. Vous allez me tuer? Non. Techniquement, vous survivrez. Votre corps continuera à fonctionner. Mais vous serez comme eux. Elle désigna la porte où se tenait Lucien fantomatique. Vide, une coquille. Vous marcherez, vous parlerez, vous accomplirez des gestes quotidiens. Mais l'étincelle qui fait de vous Amélie, vos rêves, vos espoirs, votre capacité d'aimer, tout cela m'appartiendra. Elle commença à psalmodier dans cette langue ancienne, sa voix résonnant étrangement dans la pièce. Les flammes des bougies s'allongèrent, défiant les lois de la physique. Les flacons commencèrent à vibrer, leur contenu s'agitant frénétiquement. Amélie ferma les yeux et pria. Vraiment pria, avec toute la ferveur de son âme innocente. Notre Père qui êtes aux cieux, Céleste rit. Priez tant que vous voulez, mon enfant. Dieu ne vient pas dans cette maison. Je l'ai interdit il y a longtemps. Que votre nom soit sanctifié. Les symboles sur le sol commencèrent à briller d'une lueur rougeâtre. Un par un, les flacons s'ouvrirent, leur contenu s'échappant en volutes de fumée colorée, rouge pour le médecin, noir pour le prêtre, ambré pour le notaire, doré et putride pour le parfumeur. Que votre règne vienne. Les 23 âmes damnées tourbillonnaient maintenant autour d'Amélie, formant un cyclone de damnation. Elle sentait leur toucher glacé sur sa peau, leur murmure désespéré dans ses oreilles. Chacune racontait son histoire de trahison, de meurtre, de lâcheté. Que votre volonté soit faite. Céleste leva les bras, son visage transfiguré par une extase anticipée. Les fumées convergèrent vers elle, pénétrant son corps par la bouche, les yeux, les oreilles. Elle absorba les 23 essences comme une éponge, son corps brillant d'une lumière surnaturelle. Puis, elle se tourna vers Amélie. Et maintenant, l'innocence, la pièce finale du puzzle. Elle posa ses mains sur la tête de la jeune fille. Amélie sentit quelque chose s'arracher d'elle, une déchirure si profonde, si fondamentale, qu'elle dépassait toute douleur physique. C'était comme si on lui arrachait le soleil de l'âme. Sa prière mourut sur ses lèvres. Le monde devint gris, terne. Les couleurs s'estompèrent, les sons devinrent distants, et cette chaleur qu'elle avait toujours sentie dans sa poitrine, cette flamme qui lui disait qu'elle était vivante, qu'elle importait, qu'elle aimait et était aimée, s'éteignit comme une bougie dans un ouragan. Céleste bascula en arrière, haletante. Le flacon final dans ses mains contenait quelque chose de lumineux, une essence dorée, pure, qui pulsait doucement comme un cœur. « Enfin !» murmura-t-elle. « Enfin !» Elle versa l'âme d'Amélie sur elle-même, la laissant couler sur son visage, ses cheveux, imprégnant sa peau artificielle. Et quelque chose de miraculeux et d'horrible se produisit. Pour la première fois, en plus d'un siècle d'existence, Céleste Lavigne ressentit. La joie explosa en elle comme un feu d'artifice. Puis la tristesse la submergea comme une vague. La colère rugit dans ses veines. La peur lui serra la gorge. L'amour, la haine, l'espoir, le désespoir, toutes les émotions humaines affluèrent en elle simultanément, un déluge de sensations qu'elle n'était pas préparée à recevoir. Elle tomba à genoux, riant et pleurant en même temps, tremblant sous l'assaut de l'humanité nouvellement acquise. C'est tellement... Elle ne trouvait pas les mots. Comment décrire la couleur à quelqu'un qui n'a jamais vu? Comment expliquer la musique à quelqu'un qui n'a jamais entendu? Elle se releva, titubante, et se regarda dans le miroir vénitien. Pour la première fois, son reflet y apparaissait. Un vrai reflet. Un visage vivant, respirant, avec des larmes réelles qui coulaient sur des joues maintenant roses de sang véritable. Elle était devenue humaine. Mais le prix... Elle se tourna vers Amélie, toujours attachée à la chaise. La jeune fille respirait, ses yeux étaient ouverts, mais ils étaient vides.
2 fenêtres donnant sur le néant. « Amélie » murmura Céleste, et pour la première fois, elle ressentit vraiment de la culpabilité. Pas de réponse. Dans l'embrasure de la porte, Lucien s'effondra. Il avait tout vu. Sa fille, son unique raison de vivre, transformée en coquille vide, et c'était sa faute. Il avait accepté. Il avait choisi sa survie plutôt que son âme. Céleste détacha Amélie et l'aida à se lever. La jeune fille se tenait debout, docile, attendant des instructions comme un automate. « Ramène-la chez toi, Lucien, » dit Céleste d'une voix maintenant teintée d'une vraie compassion, ironie cruelle. « Prends soin d'elle, nourris-la, habille-la. Et chaque jour, regarde ce que ton choix a créé. » Elle caressa le visage vide d'Amélie. « Peut-être qu'un jour, si tu souffres assez, si tu regrettes assez sincèrement, quelque chose d'elle reviendra. Les âmes ont des racines profondes. » Parfois, elle repousse. Rarement, mais parfois. C'était un mensonge. Céleste le savait, mais c'était le premier mensonge compassionnel qu'elle racontait. Le premier mensonge destiné à soulager, plutôt qu'à manipuler. Un mensonge humain. Lucien prit sa fille dans ses bras et quitta la maison en titubant. Amélie marchait à côté de lui, ses pieds bougeant mécaniquement, son visage une surface lisse où rien ne se reflétait plus. Céleste resta seule dans sa demeure, entourée des flacons vides et des bougies mourantes. Elle ressentait tout maintenant, et c'était à la fois magnifique et atroce. La joie d'être enfin réelle, la honte de ce qu'elle avait fait, la satisfaction d'avoir réussi, l'horreur de son succès, l'excitation d'un avenir ouvert, la terreur de la mortalité nouvellement acquise, car oui, elle était mortelle maintenant. Avec une âme venait la possibilité de mourir, et avec la mort venait le jugement. Elle regarda le grimoire encore ouvert sur le pupitre. La dernière page contenait un passage qu'elle n'avait jamais lu attentivement. Celui qui vole l'âme d'un innocent portera le poids de toutes les âmes volées, et quand viendra son heure de mourir, il devra répondre pour chacune d'elles. Céleste rit, un rire amer, humain, tragique. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Elle était devenue humaine. Mais maintenant, elle devrait vivre avec ce qu'elle avait fait. Et un jour, elle devrait mourir avec. Épilogue, 20 ans plus tard, Dijon, Bourgogne. Printemps 1928. La vieille femme qui marchait dans les rues de Dijon était méconnaissable. Céleste Lavigne, ou ce qu'elle était devenue, avait vieilli de 20 ans en 20 ans. Son visage portait maintenant les lignes de chaque remords, de chaque nuit sans sommeil, de chaque souvenir des âmes qu'elle avait volées. Elle s'arrêta devant une petite boutique. L'enseigne disait « École privée pour enfants spéciaux, directrice A. Moreau ». À travers la vitrine, elle vit Amélie, 36 ans maintenant, enseignant patiemment à des enfants handicapés. Son visage était toujours vide d'émotion, ses gestes toujours mécaniques, mais elle accomplissait son rêve d'enfance, enseigner. Son père avait tenu parole. Il l'avait prise en charge jusqu'à sa mort l'année précédente, puis avait laissé tout son argent pour créer cette école qu'Amélie dirigeait maintenant comme un fantôme bienveillant. Céleste posa une main sur la vitrine, sentant des larmes, de vraies larmes, salées et chaudes, couler sur ses joues ridées. « Pardonne-moi » murmura-t-elle. Amélie tourna la tête, comme si elle avait entendu. Leurs regards se croisèrent à travers le verre. Pendant un instant, un bref instant, quelque chose brilla dans les yeux vides de la jeune femme. Une étincelle, un souvenir, une ombre de l'âme perdue. Puis ce fut parti. Céleste s'éloigna lentement, courbée sous le poids de son humanité. Elle avait vécu 20 années complètes. Elle avait aimé, pleuré, ri, souffert. Elle avait ressenti chaque nuance de l'expérience humaine. Et elle avait compris trop tard que l'humanité n'était pas un cadeau qu'on pouvait voler. C'était un fardeau qu'on devait gagner. Cette nuit-là, dans sa demeure maintenant vide et poussiéreuse, Céleste Lavigne s'assit près de la fenêtre et attendit. Elle sentait venir la fin. Son cœur, nouvellement acquis, battait irrégulièrement. Son souffle devenait court. Et quand l'aube se leva sur Dijon, quand les cloches de Notre-Dame sonnèrent, elle ferma les yeux une dernière fois. 24 formes spectrales l'attendaient dans l'obscurité. Le jugement était venu, et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. Fin note finale. Dans les archives de la ville de Dijon, il existe toujours un dossier non résolu sur les disparitions mystérieuses entre 1907 et 1908. 23 personnes dont les cas ne furent jamais élucidés. Et une jeune fille, Amélie Moreau, diagnostiquée avec une mélancolie profonde qui dura toute sa vie. Elle mourut en 1965, à l'âge de 73 ans.
ayant consacré sa vie à l'éducation d'enfants que personne d'autre ne voulait enseigner. Sur sa tombe, une inscription mystérieuse. Son corps vécu, son âme enseigne encore.